Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre épisode, notre podcast dédié à l'IA et l'IA générative, avec aujourd'hui un nouveau format dédié à la présentation, à la mise en avant d'entreprises qui ont mis l'IA au cœur de leurs solutions pour des usages précis. Et pour démarrer ce premier épisode de présentation de ces entreprises, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut Catellani, qui est le fondateur de la solution Emotio. Bonjour Thibaut. Bonjour Anis, ravi de commencer avec toi. Eh bien, écoute, je suis également ravi, puisque tu es effectivement mon premier invité pour cette nouvelle série de podcasts dédiés à la présentation de solutions dans lesquelles l'IA est au cœur de votre projet. Et donc, pour peut-être démarrer, Thibaut, cet échange, peut-être que tu peux te présenter en quelques mots avant de parler d'Emotio et de l'IA au sein de ta solution. Ouais, bon, je suis entrepreneur depuis 7 ans maintenant. J'ai créé 3 structures qui tournent autour de la data science et de l'intelligence artificielle. À la base, je suis ingénieur avec une maîtrise en IA, même si aujourd'hui je suis plutôt sur des aspects commerciaux et financement de l'innovation. Je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Hub France IA, qui regroupe tous les acteurs de l'intelligence artificielle sur le plan national. Plus récemment, je suis membre du COMEX de la French Tech Alpes Grenoble. Et puis là, sur le sujet qui nous amène, j'ai fondé Emotio, qui est une société d'intelligence artificielle pour les RH. Super. Et donc, effectivement, alors on voit qu'il y a plusieurs casquettes et une expérience assez importante dans le domaine de l'IA et de la data. On va en parler pendant notre échange. Alors, dans toutes tes activités, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur Emotio ou Emotio, comme tu as pu me le dire quand on préparait cet entretien. Alors, justement, tu me disais que Emotio, c'est une solution dédiée au domaine des RH. Et le sujet aujourd'hui sur lequel on va échanger, justement, c'est comment l'IA apporte une valeur, est un levier dans le domaine des ressources humaines. Mais peut-être avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur qu'est-ce que Emotio, qui est Emotio et qu'est-ce que vous faites en synthèse? Oui, Emotio, c'est un outil d'aide à la décision pour les directions et les ressources humaines. euh, Plutôt pour les ETI et les grands comptes. Et l'idée, c'est d'aller capturer les ressentis des collaborateurs pour identifier les points forts et les points faibles dans les politiques RH des entreprises. D'accord. Alors, est-ce que tu peux être un tout petit peu plus précis pour donner un cas concret Mm. quand tu dis qu'on va capter les émotions des collaborateurs en termes de cas précis, d'usage? Qu'est-ce que ça veut dire pour... Ouais, nous, on a développé des algorithmes qui vont aller chercher dans les écrits des collaborateurs sur des cadres de restitution spécifiques tous les sujets qui ont de l'importance pour eux, qui sont liés à leur travail. Donc, est-ce qu'ils parlent d'intérêt pour le poste? Est-ce qu'ils parlent de l'ambiance dans l'équipe, de l'entente avec le manager, de rémunération? Et en fait, l'enjeu derrière nous, c'est de détecter, de caractériser comment ils se comportent par rapport à ce sujet-là. Est-ce qu'ils en parlent en bien? Est-ce qu'ils en parlent en mal? Avec des notions d'engagement, de désengagement. Et puis après, d'aller recouper les personnes qui disaient la même chose de la même façon pour pouvoir créer en fait des clusters de population au sein de nos entreprises pour pouvoir dire ces gens-là, on les aide sur tel sujet. En fait, on a besoin d'optimiser la politique RH dans cette direction pour qu'ils se sentent mieux, ils se sentent mieux compris et plus à l'aise en entreprise. L'idée pour nous, c'est d'aller aider des entreprises à se battre contre tout ce qui va être absentéisme, turnover, baisse de fidélité, et à l'inverse, d'aller optimiser tous les sujets qui sont liés à la gestion des risques psychosociaux, au bien-être au travail, et puis du coup à la performance de l'entreprise, parce que in fine, euh, les gens travaillent quand même mieux et de façon plus performante quand ils se sentent bien en entreprise que quand ils se sentent mal. Très bien. Et donc, du coup, quand tu dis que finalement, dans le domaine, enfin, dans ces différents sujets, tu interroges les collaborateurs, comment concrètement on utilise la solution Emotio sous forme de questionnaire qui est Mm. distribué? Parce que j'ai bien compris que ce n'était pas forcément un des sujets, c'est pas forcément un questionnaire individuel ou en tout cas un ciblage individuel, mais c'est vraiment, comme tu l'as dit, chercher à créer des clusters, hein, c'est ça, si je Ouais. comprends bien. Alors, nous, notre parti pris, ça a été beaucoup d'utiliser les données déjà présentes dans les entreprises. Donc, on a commencé par aller exploiter des données qui sont issues de diverses enquêtes ou de divers comptes rendus d'entretien qui sont déjà présents dans les entreprises.
L'idée, c'est d'aller chercher dans les espaces commentaires, dans les questions très ouvertes, les sujets qui sont spontanément exprimés par les collaborateurs. Et effectivement, maintenant, on va aussi utiliser un robot conversationnel qui vient discuter avec le collaborateur et le faire travailler sur ses ressentis. Donc, il va poser des questions très ouvertes du type comment ça se passe en ce moment. Puis après, échanger avec le collaborateur pour savoir quel impact ça a sur lui, si c'est bien, si c'est mal, qu'est-ce qu'il a essayé de mettre en place comme stratégie pour corriger ou garder cette dynamique. Et puis voilà, itérer sur ce mode-là. D'accord, donc ça veut dire que si je comprends bien en synthèse, il y a une partie qui est capter de la donnée déjà existante dans l'entreprise, qui va te permettre de pouvoir la rendre intelligible sur les sujets RH. Et le deuxième sujet, c'est ce chatbot conversationnel qui va permettre de pouvoir aller capter justement les émotions. Et j'imagine que c'est le croisement des deux finalement qui va pouvoir essayer de construire une sorte de schéma justement sur les différents sujets ou des réponses que les DRH se posent au sein de l'entreprise. Oui, en fait, on a effectivement les deux sujets qui vont amener des ressentis un peu différents. On a aussi des modes d'utilisation qui sont un peu différents, puisque le robot conversationnel, souvent, on va l'utiliser au fil de l'eau. L'idée étant d'aller récupérer sur l'année, en fait, les ressentis des collaborateurs, parce que justement, quand on préconise une politique RH, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir si elle marche et si elle est diffusée aux bonnes personnes et qu'elle a l'impact souhaité. OK, et donc du coup, après avoir capturé l'ensemble de ces données et d'avoir, créé, heu, ou en tout cas identifié, certains sujets clés, et de les avoir synthétisés, à l'issue, j'imagine, de cette analyse, il y a un certain nombre de recommandations qui sont remises, auprès des DRH avec, j'imagine des plans d'action qui sont proposés? Alors, nous, on propose une analyse qui est en continu, c'est-à-dire qu'en fait, tout au long de l'année, tu vas avoir l'analyse. L'idée étant vraiment d'adapter les politiques en fonction de ce qui se passe dans l'année, parce que tu peux avoir des événements qui sont soit propres à l'entreprise, soit contextuels, qui ont un vrai impact sur le ressenti des collaborateurs et sur leur engagement, du coup. Nous, ce qu'on fournit en début de contrat avec les clients, c'est une analyse avec des recommandations d'adaptation de la politique RH. C'est-à-dire que la première chose qu'on fait, on déploie la solution, on agrège le contenu qui est déjà présent dans les entreprises. De ce contenu-là, on va tirer des tendances. On valide avec les RH que les tendances qu'on a identifiées, soit elles correspondent à ce qu'ils avaient préidentifié, soit il y a des surprises et on souhaite les traiter. On propose un plan d'action RH qui est bâti sur notre analyse. Et après, libre aux directions de nous écouter et d'aller prendre ce plan d'action-là ou de l'adapter en fonction de leur culture et de leurs moyens. Et après, on a ce suivi-là qui permet tout au long de l'année de voir ce qui se passe, de voir s'il y a d'autres sujets qui émergent ou juste si les collaborateurs prennent conscience des bénéfices qu'on leur apporte, des choses comme ça. OK, et donc, finalement, quand tu fais ces analyses et dans les cibles d'entreprise que tu as, il y a un volume de données, qui peut être assez important, qui est à traiter. Oui. Et donc du coup, c'est là où on en vient un petit peu, si on rentre, un peu plus dans le vif du sujet, et justement, en lien avec la data, parce que et l'IA. Comment, aujourd'hui, Emotio, ta solution, justement a intégré, ces 2 notions, pour, rendre performante ta solution et apporter, une valeur ajoutée à tes clients? En fait, on attaque un problème qui existe depuis longtemps et qui est vraiment lié à une notion de volumétrie. Quand tu as plusieurs centaines de collaborateurs, voire plusieurs milliers, tu peux pas discuter avec tout le monde. Même si tu as des feedbacks de tout le monde, tu as matériellement pas le temps de les lire et humainement pas le temps de les analyser, de les comprendre tous. C'est-à-dire que nous, on travaille avec des RH qui lisent plusieurs centaines d'entretiens, ce qui est déjà exceptionnel. Mais même eux, ils avouent que finalement, ils sont biaisés dans cette lecture. D'abord, ils peuvent pas y consacrer des mois, donc forcément, ils vont faire une lecture qui est très rapide. Et puis finalement, les premiers entretiens vont avoir un impact sur leur perception et les derniers très peu, puisqu'ils vont juste être là pour confirmer ce qu'ils ont pu détecter au début. Emotio, parce qu'on va utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont lire à la place des RH en quelque sorte, on va justement casser cet effet de masse. C'est-à-dire que là où l'humain est moins fort sur des tâches répétitives très volumineuses, on va y mettre de l'IA qui va, lui synthétiser les informations, faire déjà le travail de recoupement et lui exposer une synthèse en fait de ce qui a été dit et de comment ça a été dit. Donc on leur décomplexifie énormément leur travail, on leur fait un gain de temps qui en plus leur permet d'avoir une objectivité et une fiabilité sur l'analyse qu'ils n'ont pas autrement.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu dans la continuité aussi des podcasts qu'on a pu faire, là où il y a on voit la valeur ajoutée de la solution, et de l'IA au cœur, de solutions métiers. Puisque finalement, l'IA vient comme un levier. On voit bien que l'IA ici, dans ce que tu décris, vient accompagner un usage qui était à la base humain, qui vient, également renforcer un usage qui était certainement dans certaines solutions, mais aujourd'hui va permettre de le consolider, de le rendre beaucoup plus performant et finalement de pouvoir gagner un temps certain, gagner en productivité, gagner même en précision. Et peut-être ce gain de temps va permettre d'orienter justement les directeurs de ressources humaines de se concentrer sur les vrais sujets, c'est-à-dire la finesse de l'analyse et les plans d'action associés, parce que c'est là où finalement il y a des enjeux qui sont forts. Ouais. Oui, oui, en fait, nous, souvent, on identifie, quand on discute avec les équipes RH, on est d'accord, on va dire, entre 50 et 60 du temps sur les sujets qu'il faut traiter en priorité. Il y en a toujours un ou deux qui étaient passés à la trappe, que nous, on détecte via nos moteurs et qui étaient soit pas considérés, soit moins considérés que ce qu'ils auraient dû. Euh, Il y a cette notion de fiabilité qui est vraiment importante parce que euh, quand tu es sur des sujets humains comme ça, où tu fais du ressenti, c'est très difficile de prendre la distance suffisante pour pouvoir avoir une analyse objective de ce qui est dit. Alors, même si les RH et les DRH ont une longue expérience dessus et y excellent, il y a quand même cette difficulté-là à vraiment prendre du recul et de l'objectivité qu'un algorithme n'a pas, pour le coup. Donc on a vraiment cette approche très très fiable, très objective de ce qu'on analyse et de ce qu'on ressort de nos entretiens. Alors juste peut-être, effectivement pour, rendre un peu plus concret, est-ce que tu as un exemple justement de cas d'usage, où tu as implémenté, la solution Emotio, avec la problématique, client et puis finalement les bénéfices, les gains, qu'ils en ont tirés et comment justement l'IA a permis de mettre, en valeur ce que tu viens de dire? Ouais, il y a pas longtemps, on a fait une analyse, avec un peu de retard d'ailleurs, mais sur un client qui a initié un déménagement d'un de ses sites. Mmh. Hem Et le déménagement s'est pas bien passé. Et notamment, il y a eu beaucoup de collaborateurs qui ont râlé, mais il y en a aussi qui ont posé leur démission, suite à ce déménagement-là. Hem, alors, l'histoire veut qu'en fait, on a contractualisé au moment où ils ont déménagé, donc on leur a fait la restitution, 1 mois après le déménagement, le temps de faire la mise en place. Ouais. Et du coup, on a pu très vite confirmer, nos analyses. C'est-à-dire que nous, on avait détecté que dans les populations qu'ils avaient, sur ce sujet-là, ils allaient en avoir une grande partie qui étaient déjà en stress à l'annonce du déménagement et une partie qui était déjà très, 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 engagée, voire, on va dire, presque du fanatisme avec une vraie volonté de ne pas bouger. Alors qui était basée, sur des peurs, sur des vraies pertes, puisqu'il y en a qui rallongeaient leur temps de trajet, il y en a qui étaient beaucoup mieux, dans l'environnement qui était précité par rapport au nouvel environnement. Mais du coup, c'est des choses que quand on le sait en avance, on peut mettre en place des solutions assez simples en termes de communication, de dialogue, Oui, de change management, ce qu'on de appelle le change consulting. Ouais, voilà. management. Et plus dur quand on sait toujours que quand il y a un changement, il va y avoir de la friction. Heu, Nous, ce qu'on apporte là-dessus, c'est vraiment la notion de quantifier cette friction-là et combien de personnes vont être en friction et à quelle intensité. Et bon, bah, ça a pas loupé, hein, on s'est pas trop planté sur l'analyse. Et donc, ça veut dire que tu viens quelque part un peu en prédictif, pour justement, anticiper, ces difficultés, voilà, parce que quelque part ça peut être, Ouais, voilà, parce que ouais, tu parlais tout à l'heure de c'est d'analyse en continu, mais là typiquement dans ce cas précis, alors ça, c'est un sujet qu'on a, c'est-à-dire qu'avec certains clients, on va regarder les données actuelles et les données de l'année précédente. ouais. Et grâce aux années précédentes, en fait, on peut prédire ou en tout cas donner une tendance sur ce qui va se passer en termes d'absentéisme ou de turnover. Et donc ça, on a des clients avec qui on travaille là-dessus. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément de sujet de changement, mais il y a un vrai sujet d'optimisation de la gestion de la masse salariale et ou de la qualité de vie au travail. Et donc, du coup, ben, sur cette analyse de tendance, on peut leur dire, ben voilà, en fait, les sujets qui ont suscité le plus d'absentéisme dans votre population, le plus de départs, c'est ceux-ci. Ils sont exprimés à telle proportion sur les mêmes typologies d'individus cette année. Donc, on peut s'attendre à ce que la tendance soit à la hausse ou soit à la baisse.
Et à l'inverse, on sait que si on veut traiter et diminuer l'absentéisme, c'est ces sujets-là qu'il faut traiter en priorité. Alors, effectivement, quand on traite de ces sujets, RH, on traite, et tu l'as dit, de sujets humains, Oui. et donc quelque part de données assez sensibles finalement. Comment on fait? Parce que c'est un sujet qui revient régulièrement, l'utilisation de l'IA, et même de la gestion de la donnée au sens large est un sujet qui peut, créer des crispations, et voire même des craintes à l'utilisation de ce type de solution. Comment vous gérez ce sujet-là, encore plus dans le domaine des RH? Alors nous, d'abord par construction, on garantit l'anonymat des gens, et même quand on fait un rapport, on s'assure que quand on va créer une catégorie de population ou un cluster de population sur lequel on veut faire des actions, dans ce cluster-là, il y a assez de membres pour garantir l'anonymat de leurs membres. Donc le robot conversationnel, c'est la même chose, c'est un robot qui récupère des feedbacks qui sont très anonymes et nous, matériellement, on n'a pas les moyens de remonter dedans, enfin de remonter à la personne qui s'exprime et donc du coup, ben, on garantit un peu, cette protection-là. Mais néanmoins, on va quand même stocker des données sensibles puisqu'on travaille sur des notions d'ancienneté, de typologie de poste, des choses comme ça. Donc, on a des données d'entreprise qui peuvent être des données sensibles pour l'entreprise. On a un parti pris chez nous qui est d'être vraiment souverain sur la donnée. Donc, nos algorithmes, ils nous appartiennent ou on utilise des algorithmes extérieurs qui sont open source et qu'on fait exécuter sur nos serveurs. Et nos serveurs sont hébergés en France par une boîte française. Donc, il y a une vraie volonté de sécuriser les données qu'on exploite et une assez forte transparence sur quel type de données on exploite et comment on s'en sert. Et dans la continuité donc, de ce cas d'usage et d'utilisation de l'IA dans ta solution, de cette, effectivement, protection de la donnée, finalement, quelque part, il y a des solutions de SIRH qui existent, sur le marché, heu et qui traitent quelque part de ce type de sujet potentiellement. Qu'est-ce qui fait la différence entre les solutions de SIRH, classiques et finalement votre solution, Emocio qui intègre l'IA? Parce que vous avez mis l'IA au cœur, quelque part, du produit. Alors, on n'est pas du tout un système d'information RH. Nous, on est vraiment plutôt un module qui vient s'ajouter à un système d'information RH. On travaille d'ailleurs avec des SI RH à intégrer Emocio en tant que module additionnel parce que ben, justement, je parlais d'entretien ou d'enquête. Tu as des SI RH qui les intègrent déjà aujourd'hui. Et nous, ce qu'on vient faire, c'est valoriser en fait la donnée qui est recueillie et qui est aujourd'hui peu exploitée. Quand tu fais une enquête, tu as souvent des notions de score. Donc, tu vas savoir de 0 à 5 à quel point tu es bien sur je ne sais pas, la thématique du télétravail ou des choses comme ça. Nous, ce qu'on vient donner, c'est le sens. Et pour ça, on va aller chercher tout ce qui est commentaires et questions ouvertes. Et donc, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, Emocio, c'est un module, complémentaire au module, aux solutions de SIRH. Mais juste, par rapport à l'utilisation de l'IA en tant que telle dans votre solution, par rapport à une démarche qu'on aurait plus classiquement, qu'est-ce que ça apporte comme gain? Si tu devais donner, je sais pas moi, 2-3 Euh, gains Aujourd'hui, assez matérialisés. assez simplement, on est les seuls d'ailleurs à exploiter comme on exploite les champs ouverts. Mmh. C'est-à-dire que quand tu fais une étude ou une enquête aujourd'hui, tout ce qui va être données quantitatives, c'est vraiment des scores. Donc, on a ce qu'on appelle le ENPS qui te donne une note globalement à ton entreprise de 0 à 10. Euh, pour ce qui est de qu'est-ce qui fait impact ce score, comment ça l'impacte et qui l'impacte, il y a très très peu de sociétés qui peuvent se targuer de faire ça. En fait, beaucoup vont utiliser derrière des données qualitatives, donc des études de type entretien, en one-to-one, des choses comme ça, avec des gens qui vont faire l'audit et qui vont te donner des tendances. Sauf que, évidemment, tu fais pas ça sur 3000 personnes. Il y a aucune boîte qui va faire des entretiens avec 3000 personnes. Et donc, du coup, tu te retrouves à biaiser les choses avec bah, une portion de la population qui va donner son avis. Et tu espères que tu t'es pas trop trompé sur la représentativité de l'échantillon que tu as pris, ce qui est très difficile. Euh, Nous, comme on analyse les retours de tout le monde, on a une vision de 100% des collaborateurs, ou 99%, parce qu'il y en a toujours un ou deux qui ne participent pas, mais on est vraiment sur des chiffres qui sont au-delà des 95%. Donc on a une garantie d'avoir une exhaustivité sur notre analyse que tu n'as nulle part ailleurs.
OK, donc effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour moi, il y a 2 volets, enfin, il y a 2 volets. Il y a un premier volet qu'on vient d'évoquer là, qui est vraiment le traitement des données en volume que tu vas rendre intelligible et comme tu dis, tu vas avoir une couverture à 100 qui va te permettre de dégager des tendances et cela grâce à l'IA en essayant de donner aussi potentiellement de la prédiction. Et un deuxième sujet qu'on a évoqué, peut-être sur lequel on peut revenir, c'est également la logique des chatbots et de l'échange conversationnel que tu vas avoir Oui. avec les... Voilà, comment aujourd'hui voilà, cette solution est implémentée au sein d'Emotio. Alors, nous, l'IA, on l'utilise sur plein d'endroits. Donc, effectivement, on a toute l'analyse de texte qui est traitée par l'intelligence artificielle. On a la partie conversationnelle où on va utiliser ce qu'on appelle des LLM, donc euh, le plus connu, c'est probablement ChatGPT, même si nous, on en utilise d'autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir une conversation en langage naturel pour faire travailler les collaborateurs dessus. On en utilise aussi pour aller générer des résumés, parce qu'en fait, une fois qu'on a créé une typologie de population, ce qui est intéressant, c'est de résumer ce qu'elles ont dit. Et donc, du coup, quand on crée un cluster de 15 personnes, on résume les idées qui ont été émises, les avis qui ont été émis sur un sujet. Donc, pour ça, on utilise aussi l'intelligence artificielle. Et puis là, maintenant, on va travailler sur des préconisations qui vont être générées ou pré-générées par de l'IA. Par l'IA. Donc, on en revient toujours à la même chose, capacité à pouvoir gérer en volume des données, à être capable de les analyser, de les transcrire et effectivement de pouvoir faire de la synthèse, voire de la préconisation en effet, et tout ça grâce à l'IA avec de la valeur ajoutée en termes de temps, en termes de pertinence, en termes d'efficacité au sein des solutions. Alors, euh, aujourd'hui, l'IA encore une fois, certains le voient comme étant un accélérateur et une vraie valeur ajoutée, d'autres y voient des craintes, on a parlé de données tout à l'heure. Comment, quand tu vas voir tes clients, comment tu abordes le sujet avec eux et comment ils le perçoivent? Comment les ressources humaines, enfin les DRH perçoivent, l'IA, au sein de leur entreprise, et dans ce type et avec ce type de solution? Bah, ouais, nous, côté RH, en fait, on a globalement deux typologies de population. On a des enthousiasmes qui savent pas forcément ce que peut leur apporter l'IA, mais qui perçoivent que ça peut être un gain d'intérêt. Et donc, quand on présente Emotio, en fait, en général, c'est plutôt enthousiasmant pour eux parce que la phase de lecture des 100, 300 ou plusieurs milliers d'entretiens qui, du coup, lisent pas, mais font des résumés de résumés, ça les intéresse parce que ben, ça leur enlève une tâche qui est un peu fastidieuse pour eux et ça leur donne surtout l'occasion d'aller remettre de l'humain derrière. Puisque nous, si on fait ce travail-là, c'est surtout pour pouvoir leur donner une vision claire de ce qu'il faut faire. Et après, le comment faire, ça reste aux mains du RH. Donc en fait, ils retrouvent leur métier plutôt que d'aller faire du tableur Excel pendant trois jours ou des choses comme ça. Ben, ils Ils se reviennent sur concentrent des sur la plans valeur. d'action et comment faire des choses. Donc, plutôt bien perçu. Néanmoins, on en a qui ont des craintes, qui sont est-ce que je vais pas être remplacé? Est-ce que finalement on va pas déshumaniser les ressources humaines? Ce qui serait, je suis assez d'accord avec eux, Un petit peu probablement pas la bonne antinomique. approche, même s'il y a des boîtes qui commencent à réfléchir là-dessus. Et c'est un peu les choses où il faut être attentif. C'est dire, OK, je suis en train de mettre en place une solution qui, en fonction de ce que j'en fais, peut avoir des effets négatifs ou des effets positifs. C'est pour ça que nous, on remet toujours un humain dans la boucle. Et quand on fait une préconisation, elle est toujours révisée par un expert RH pour pouvoir réintégrer des notions de culture d'entreprise, d'historique, des choses comme ça, et avoir une vraie expérience sur ce qui peut arriver d'un côté humain, et pas juste proposer des plans d'action bateau, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment le truc important, c'est mettre le curseur au bon endroit. OK de traiter les tâches fastidieuses, c'est OK de pouvoir débloquer des données qu'on n'avait pas avant. Quand on commence à se dire qu'on va manager des humains par l'IA, c'est le moment où il faut se poser des questions, est-ce qu'on est vraiment sur la bonne piste ou pas? Voilà, c'est effectivement l'approche qui est importante et je pense que c'est important de le rappeler, notamment on l'a fait dans les différents podcasts. L'IA finalement vient comme un support complémentaire, comme une aide complémentaire et ne doit pas, et tu l'as très bien dit, c'est de trouver le bon curseur, venir complètement supprimer l'humain, encore plus dans le domaine des RH et sur ces questions parfois un peu sensibles que tu dois aborder via Ouais, ouais, c'est ça. ta solution, encore plus. Ouais. Par contre, elle permet de gagner beaucoup de temps à traiter tout un tas de sujets, de données, d'analyses, de tâches
qui finalement n'ont pas vraiment de valeur ajoutée en tant que telle au départ. Par contre, le fait de pouvoir en sortir, en extraire, comment dire, si on reprend tes cas, des tendances avec de l'analyse qui a été traitée et on va se concentrer sur l'essentiel, on va pouvoir vraiment focuser son énergie et justement son analyse humaine sur les sujets qui sont au cœur et qui sont critiques même parfois pour l'entreprise. Ouais. Après, il y a aussi une notion on arrive à introduire de l'objectivité ou en tout cas un point de vue différent des humains. Nous, on a beaucoup ça en fait. On arrive dans des sociétés où il peut y avoir des climats sociaux un peu conflictuels. De par le fait qu'on va traiter 100% des feedbacks et de par le fait que on n'a pas une intelligence artificielle qui va favoriser les copains managers ou les copains du siège, mais qui va traiter les feedbacks tous de la même façon, on arrive à créer une cartographie des ressentis qui est fidèle à ce qui se passe vraiment. Et donc ça permet aussi de poser des bases sur un débat qui est du coup beaucoup plus objectivé que chacun a son point de vue en fonction de là où il est et de où il travaille. Donc vous faites du traitement d'analyse de l'émotion objectif. Exactement. Complètement déshumanisé, Ouais, c'est complètement, ça. voilà. OK. Alors, et ce qui est intéressant dans ce que vous avez construit, c'est que vous avez mis vraiment l'IA au cœur, hein, vraiment de la solution et en fait, l'IA, on le voit bien, est un socle pour répondre à un besoin et un usage métier. Alors, l'IA, on est au début, je dirais révolution, même si elle existe depuis un certain temps dans les entreprises. Quand je dis on est au début, c'est-à-dire je parle d'un point de vue de la démocratisation, de l'IA auprès, de tout à chacun, du freelance en passant par le salarié, lambda. Mais toi, quelle est ta vision aujourd'hui, de l'IA et quelle est ta vision, je dirais, dans les 3 à 5 ans à venir, au sein des entreprises? En fait, il faut distinguer déjà. Alors, IA, en fait, c'est un mot valise qui veut dire énormément de choses. Finalement, l'intelligence artificielle, ça fait très très longtemps qu'elle est répandue dans énormément de sujets. Enfin, Absolument. pour tous ceux qui ont fait un peu de réseau informatique, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur des algorithmes qui font de l'optimisation de flux d'informations. Puis il y a plein 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 d'autres usages. Euh, c'est depuis l'arrivée des IA génératives euh, une nouvelle façon d'aborder les choses où tout le monde peut avoir accès à l'IA et faire quelque chose. Il n'y a plus besoin d'être un expert technique pour avoir. Et ça, c'est pas tellement une. Enfin, c'est des IA qui font ça, mais en fait, c'est plutôt une notion de nouvelle interface. En fait, on arrive maintenant à avoir une interface où on peut dialoguer avec des programmes et leur faire des commandes. Et c'est ça un peu qui fait Alors la donner des révolution. instructions qui étaient très Oui, complexes à faire auparavant, qui on sont devenues est, super simples. on est aujourd'hui capable d'exprimer un besoin et il peut être traduit et interprété sur finalement des commandes d'algorithmes qui sont derrière générées. Et ça, c'est vraiment un bouleversement euh, parce que il n'y a plus besoin d'être un expert. En fait, on a besoin d'experts pour aller construire des solutions, mais il n'y a plus besoin d'être un expert pour s'en servir. Et ça, c'est un gros changement. Et puis, est-ce qu'on est au début? Je ne sais pas vraiment vous dire à quel point on va être sur encore plein de bouleversements ou est-ce qu'on n'a pas déjà l'illustration de globalement tout ce qu'on a pu faire, puisque finalement, l'interface existe déjà, tous ceux qui ont pu s'en servir, c'est ChatGPT. On va rajouter des modes de discussion, que ce soit en visuel ou en audio. Mais au final, on a déjà une vision assez fidèle de ce qu'on a pu rajouter. Mais par contre, oui, je pense que ça va être une adoption majeure à peu près partout. Et justement, alors toi, quand tu arrives dans les entreprises et eu égard à tout ce que tu as pu, parce que c'est ton expertise aussi, hein, la data, l'IA, eu égard à tout ce que tu as pu connaître dans le passé et puis comme tu l'as dit, l'IA existe, au sein, de différentes industries, d'ores et déjà depuis un certain temps. Quels sont quand on veut aborder et on veut intégrer l'IA, parce que, pour moi, c'est pas un effet de mode, là, pour le coup, on est quand même au cœur d'un sujet assez profond, qui va quand même perturber, des organisations, une société, hein, clairement. Quels conseils tu peux donner, aux entreprises si elles veulent aborder, des projets qui intègrent l'IA, dans, différents process de l'entreprise? C'est une question difficile. Il y a deux aspects. Bon, d'abord, il ne faut pas en avoir peur. En fait, il faut vraiment voir ça comme une nouveauté, comme a pu l'être l'informatique. Donc passer à côté, c'est se priver dans un avenir assez proche probablement d'un avenir, hein. C'est-à-dire que ceux qui y seront passés, ils vont continuer. Ceux qui n'y seront pas passés, ils vont forcément avoir un impact sur le business qui sera plutôt un impact négatif.
Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller n'importe comment et qu'il faut y aller en votant des budgets sans savoir ce qu'on va en faire. C'est même plutôt l'inverse. Faut se faire accompagner s'il y a besoin et surtout identifier les cas où ça peut être intéressant. Vraiment prendre le temps d'évaluer les risques que ça peut engendrer. Moi, je vois beaucoup de sociétés qui vont à fond sur l'IA et qui ne se posent pas de questions en termes d'impact environnemental, sociétal, qualité de service, des choses comme ça. Euh, et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, en fait, c'est un chamboulement et dans les process et dans l'organisation. Il faut se poser la question de à quel point on veut ce chamboulement, qu'est-ce qu'on risque et comment on mitige ce risque-là. Euh, donc ça, c'était la partie négative. La partie positive, c'est que par contre, aujourd'hui, il y a énormément de solutions qui ont des ROI très rapides. Euh, c'est essentiellement du logiciel. C'est assez rapide de voir un retour sur investissement. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est du coup une innovation qui est facile à mettre en place et qui donne des bénéfices assez rapidement. Il ne faut pas hésiter à tester et itérer. Alors, ce que je comprends en synthèse dans ce que tu dis là, c'est effectivement d'abord identifier des usages Ouais. avec des vrais besoins au sein de l'entreprise. On a besoin d'identifier des tâches répétitives, des enjeux métiers qui sont identifiés. Et puis, effectivement, derrière, regarder de quelle manière on peut les mettre en œuvre avec des solutions qui peuvent exister sur le marché. Et tu as utilisé un mot qui est très important, c'est certainement de commencer par des quick wins ou certainement en termes de méthodologie, de commencer par identifier des premières mises en œuvre avec toujours cette idée aussi, il faut faire attention de ne pas croire qu'en appuyant simplement sur un bouton parce qu'on a dit IA, en mettant une ligne budgétaire, qu'on va révolutionner, changer les choses et que tout va se faire sans rien. Parce que au départ, il faut le rappeler pour nos auditeurs qui ont cette démarche. Alors, quand on est dans des petites structures, sur des petits sujets, on va dire le sujet initial de la donnée du système d'information est pas structurant. Par contre, plus on grandit, et visiblement les sociétés que tu vises, ce sont bien celles des PME ou des plus grands comptes, le sujet de base, c'est quand même la donnée en entrée, la structuration de cette donnée qui va venir alimenter les modèles que vous allez pouvoir justement à travers les algorithmes mettre en place. Et elle-même, pour avoir un résultat en sortie qui soit positif et qui permette de dégager des tendances fiables, si on parle des sujets que tu as, il faut bien qu'au départ, malgré tout, on ne néglige pas cette phase-là de structuration correcte de l'information. Ouais, en fait, tu as deux choses. Alors, l'avantage, c'est qu'avec les nouveaux programmes d'IA générative, tout le monde a accès finalement à ces IA-là. Le souci de ça, c'est qu'on a une tendance à croire que c'est magique et qu'il suffit de demander pour que ça arrive. Or, c'est pas le cas, et il y a une vraie, il y a une vraie questionnement sur la fiabilité des informations qui sont données quand on maîtrise pas l'IA qu'on emploie derrière. Nous, dans notre cas, il y a, le plus gros frein, c'est, notamment quand on travaille sur de la prédiction. Alors déjà, il y a un frein tout court, hein, faut savoir que Emotio, pour avoir été créé, il nous a fallu 2 ans de R&D avant pour pouvoir avoir les premiers algorithmes et qu'on entraîne et qu'on réentraîne aujourd'hui encore. Donc il y a vraiment un vrai travail qui a été accompli là-dessus. Mais ça, c'est parce que c'est mon boulot de développer des IA. On n'est plus sur de l'emploi, on est vraiment sur de la création. Et quand on emploie une IA, il y a une vraie question sur effectivement les données qu'on va donner, notamment quand on veut faire de la prédiction. Nous, on a parfois refusé de donner des prédictions sur des tendances d'absentéisme parce que les données qu'on avait n'étaient pas assez fiables. On avait trois notions d'absentéisme, c'est pas du tout suffisant pour sortir des statistiques. Donc plutôt que de dire n'importe quoi, il faut aussi dire là on n'a pas les données, on n'a pas la maturité suffisante pour pouvoir extrapoler quelque chose. Ça fait partie des risques en fait, c'est croire quelque chose qui ne sait pas ce qu'il dit. Très bien. Eh bien, écoute, on arrive un peu au terme de ce premier épisode. Et ce fut un grand plaisir de te recevoir, Thibaut, parce que tu es mon premier invité. Échange intéressant, sujet au cœur des organisations et notamment dans le domaine des RH. Donc, pour retrouver ta solution, ton entreprise, comment on peut te contacter? Alors le plus simple c'est notre site emotio.hr, H comme human, ou après LinkedIn, moi je suis assez joignable sur ce réseau. Thibaut Catellani, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode dans lequel nous avons convié un certain nombre d'entreprises qui mettent l'IA au cœur de leurs solutions. Merci, à bientôt.